Bien, bonjour, je vous propose de commencer. Ça doit être une après-midi relativement chargée en fait, et je dois plaider coupable pour ça, mais vous verrez que la qualité compensera sans doute la masse d'informations qu'on va vous délivrer, si je puis dire, dans cet après-midi. L'idée dans cette série de leçons sur finalement l'inégalité devant les maladies infectieuses était d'aller explorer un certain nombre, je dirais, de confins de ce concept. Et parmi eux, j'avais voulu finalement faire l'exercice de voir un petit peu ce que pourrait être, par exemple, et ce sera l'objet de mon introduction qui sera plus courte que d'habitude, je vous rassure tout de suite, ce que peut être par exemple la pauvreté ou les insuffisances des systèmes de santé dans la survenue de la résistance aux antibiotiques et le poids que ça peut avoir justement sur la prise en compte, la prise en charge des patients. Et j'avais prévu d'illustrer, si je puis dire, parce que ça pourrait être l'inverse, cette présentation un petit peu générale par deux points finalement qui sont essentiels en matière de thérapeutique, en particulier pour ce qui concerne les traitements anti-infectieux, bien entendu. Un est l'épidémiologie de la résistance aux antibiotiques vue sous un angle moderne de modélisation et surtout aussi de développement d'outils qui permettent sa traque en fait et la compréhension de ces mécanismes de transmission. Ça, c'est Didier Guillemot qui vous en parlera. Il n'est pas encore arrivé, mais je pense qu'il va arriver incessamment. Et puis l'autre aspect que je voulais voir vraiment traité dans cette série de cours, c'est tout ce qui concerne la mise en place de thérapeutiques dans les régions défavorisées, dans les pays en voie de développement, et en particulier ces organisations qui se mettent en place, et DNDi, on en reparlera avec Bernard Pécoul, qui a eu la gentillesse de venir de Genève nous en parler, ceux qui se mettent en place en Afrique en particulier, mais aussi dans d'autres régions du monde pour la prise en charge, voire si possible l'élimination d'un certain nombre de maladies parasitaires. Donc je pense que vous aurez là un certain nombre d'exemples dont le cœur est finalement la thérapeutique, dont tout ce qui concerne la pauvreté et le sous-développement seront des paramètres, mais pas uniquement. Alors je voulais vous parler, comme on n'a pas beaucoup fait, à part peut-être pour la tuberculose, de la résistance aux antibiotiques, la résistance aux agents anti-infectieux, mais je vais vous parler de bactéries et d'antibiotiques ici, et essayer de voir, de jouer un petit peu, pas tellement le bon terme, mais enfin sur le concept et de voir quel peut être, par exemple, comme je vous l'ai dit très rapidement au début, l'impact de la pauvreté ou finalement de la non-structuration des systèmes de santé publique ou leur mauvaise structuration ou la mauvaise formation des personnels médicaux sur la survenue d'agents résistants. Et puis vous faire percevoir, à la fin, finalement, je vous raconterai une histoire qui, je crois, illustre assez bien la facilité avec laquelle les résistances aux antibiotiques, et en particulier les mécanismes résistants, peuvent se disperser. Alors pour réaliser cette leçon, ce cours, j'ai eu des avis techniques, si je puis dire, et quelques documents de deux de mes amis et collègues qui sont le professeur Laurent Gutmann, qui est chef du service de microbiologie à l'hôpital Georges Pompidou et aussi dans une unité INSERM, et Patrice Nordman, qui est lui aussi responsable, enfin chef de laboratoire de microbiologie, mais à l'hôpital Bicêtre et directeur d'une unité INSERM, tous les deux étant parmi nos grands spécialistes de la résistance aux antibiotiques. Alors, pour rester au début dans des choses très générales, mais importantes tout de même à dire, les antibiotiques, je pense que personne ne le niera, ont été une véritable révolution en matière de santé publique. Je considère, moi, à titre personnel, que c'est probablement une des plus grandes découvertes thérapeutiques de l'histoire de la médecine. Et ils ont véritablement révolutionné la médecine et la manière, finalement, de traiter les infections bactériennes en diminuant considérablement la morbidité, la mortalité, en particulier à des périodes critiques de la vie, comme la période périnatale, où finalement la mortalité infantile précoce était au XIXe siècle, au début du XXe siècle, jusqu'à l'arrivée des antibiotiques encore extrêmement élevés, et liée très largement aux maladies infectieuses et bien entendu la vieillesse, qui est, comme vous le savez, on en a déjà parlé, une des problématiques concernant les maladies infectieuses et la fragilité, la sensibilité aux maladies infectieuses.
Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que les antibiotiques, je pense que sans les antibiotiques, on aurait eu probablement énormément de mal à développer un certain nombre de secteurs très avancés de la médecine, comme par exemple la transplantation d'organes, transplantation de moelle, les chimiothérapies lourdes en cancer ou dans la situation de leucémie, toutes situations qui mettent l'individu dans une grande fragilité par rapport aux agents infectieux et où, qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre, les antibiotiques vont permettre de passer des périodes critiques chez ces patients extrêmement fragiles. D'autres domaines de la médecine seront concernés, mais on pouvait surtout insister sur celui-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que très vite, finalement, dans l'histoire de l'antibiothérapie, il y a eu des mauvais usages et c'était relativement prévisible. Et même Fleming l'avait prévu peu de temps après, finalement, la découverte de la pénicilline. Vous connaissez d'ailleurs les raisons de ces dérives, c'est la prescription d'antibiotiques dans des situations non justifiées, comme les situations d'infection virale par exemple, ou l'utilisation d'antibiotiques à très large spectre dans des infections qui justifieraient, du fait de la nature du micro-organisme, un antibiotique à spectre très étroit. Donc une pression sélective massive mise sur le monde bactérien, en particulier pathogène, qui n'est pas toujours justifiée et qui va entraîner le développement de résistance. Il y a aussi l'utilisation mal codifiée des antibiotiques en médecine vétérinaire, par exemple. Il y a même eu des déviations qui existent encore dans beaucoup de régions du monde, comme l'utilisation d'antibiotiques comme agents promoteurs de croissance chez le bétail. Tout ça, finalement, représente des quantités énormes d'antibiotiques qui, finalement, inondent la planète et mettent une pression sélective majeure pour la survenue et le développement non seulement de résistance, mais de multirésistance. Et il n'est pas rare, comme vous le savez, de voir aujourd'hui dans certains sites, en particulier dans le milieu hospitalier, où la pression sélective, bien entendu, est plus forte qu'ailleurs, des antibiotiques, des agents infectieux, des bactéries résistantes à tous les antibiotiques, ou presque. C'est le cas en particulier des entérobactéries, c'est le cas aussi d'un certain nombre de bactéries à gram positif, vous les voyez régulièrement dans les journaux, les pseudomonadacées, les entérobactéries, tout ce qui est famille des acinetobactères, tout ça, ce sont des micro-organismes qui sont un vrai problème au quotidien dans l'hôpital pour les traitements anti-infectieux. Et il faut bien comprendre que cette problématique qu'on connaît, nous, dans nos régions, elle existe, et je dirais presque a fortiori, dans les zones défavorisées, avec parfois, et on y reviendra rapidement, un impact peut-être encore plus important et plus lourd sur le pronostic des patients qu'on peut l'observer chez nous. Alors, juste pour vous tester, c'était presque un quiz. Je passé la diapositive déjà, donc ceux qui ont beaucoup de réflexes l'auront vu. Est-ce que vous avez une idée de la quantité d'antibiotiques qui est déversée, si on peut dire, pour être pour l'instant sur un mode un petit peu critique sur la planète chaque année? Non? Bon, alors voilà les chiffres. C'est-à-dire chaque année, on déverse sur la population humaine 600 tonnes, sur la planète, hein, on s'entend bien, 600 tonnes d'antibiotiques et dans le monde animal, 1300 tonnes d'antibiotiques. Hein. On comprend mieux à partir de là qu'un univers aussi complexe et flexible dans sa réalité génétique que les bactéries, sous une pression sélective aussi massive, soit dans une situation de développer des résistances, et avec toujours ce concept de One World, One Health. Le One World, c'est le fait que ces résistances vont très très rapidement se disséminer sur des régions, voire des zones, voire sur la planète entière. Et One Health, c'est qu'il n'y a pas véritablement de différence entre la santé humaine et la santé animale. Quand on parle de résistance aux antibiotiques, on est dans une espèce de pool commun, si je puis dire. Et ça, je pense, ce sont des notions qu'il faut garder en tête quand on dit qu'il faut faire attention à l'usage des antibiotiques. Il y a des chiffres qui le justifient. Donc, à partir de là, on peut clairement dire qu'il n'existe quasiment pas de situation où, à partir du moment de l'introduction d'un antibiotique en thérapeutique, on n'ait pas vu survenir une résistance. Alors, c'est parfois survenu très tard, c'est parfois survenu très très rapidement. Pénicilline a été introduite dans les années 40. Dès la fin des années 40, il y avait déjà des staphylocoques producteurs de pénicillinase et déjà on observait des échecs thérapeutiques. Donc on a là quelque chose
qui est quasiment irrémédiable à chaque fois qu'un nouvel antibiotique est introduit, du fait de sa pression sélective, du fait de la richesse du pool de possibilités génétiques et moléculaires dans l'ensemble du monde microbien pour pouvoir contrecarrer cet antibiotique, quelque chose va être sélectionné qui va permettre à certains micro-organismes d'émerger avec une résistance et de pouvoir ultérieurement passer cette résistance à d'autres micro-organismes. Donc on est vraiment, encore une fois, dans une espèce d'écosystème. Finalement, la Terre étant quasiment prise comme un grand fermenteur et où ces résistances aux antibiotiques peuvent, en tant que gènes, circuler assez rapidement d'un micro-organisme à l'autre et les micro-organismes résistants, bien entendu, circulant eux-mêmes. Alors, l'origine, le support, les mécanismes de la résistance aux antibiotiques, ils sont extrêmement variables. Ce sont souvent des enzymes qui vont dégrader ces antibiotiques ou les modifier chimiquement, ou bien des systèmes de chasse, qu'on appelle des pompes à efflux, qui vont permettre à la bactérie qui a reçu cet antibiotique de le réexternaliser immédiatement dans le milieu extracellulaire. Et finalement, mécanismes, les supports génétiques sont extrêmement variables. On va y revenir rapidement. Plasmides, transposons, intégrons, pour vous expliquer un petit peu mieux la plasticité de l'ensemble de ces systèmes. Alors la source de ces gènes de résistance, tels qu'ils apparaissent dans les bactéries, n'est pas toujours très claire. Bien entendu, ils viennent toujours d'un autre micro-organisme. Mais originellement, à quoi ça rime finalement de fabriquer des gènes de résistance aux antibiotiques? Ce qu'on pense en plus, c'est la théorie d'ailleurs de Julian Davis il y a une trentaine d'années déjà, c'est que les bactéries, en particulier du sol, qui sont productrices d'antibiotiques, les actinomycètes par exemple, doivent bien entendu avoir aussi leur contrepoison, parce qu'on ne peut pas produire un antibiotique si on n'a pas la possibilité de résister contre ces antibiotiques. Et dans ces espèces finalement de systèmes bactériens complexes qui correspondent par exemple aux environnements écologiques dans le sol, on a un vrai équilibre qui se fait entre bactéries productrices d'antibiotiques qui résistent elles-mêmes à leurs propres antibiotiques et d'autres bactéries qui ne vont pas y résister, donc on va les maintenir en équilibre. Tout ça correspond finalement à des molécules qui sont quasiment, avant d'être des antibiotiques, des molécules de signalisation qui permettent l'équilibre d'un écosystème particulier. Et ce type de gène a finalement été propulsé dans l'environnement bactérien créé récemment par l'antibiothérapie et les environnements dans lesquels elle est utilisée, qui en fait n'existaient pas auparavant, bien entendu. Donc on est encore une fois dans une vision extrêmement globale de la situation. Alors qu'est-ce qui explique, au-delà de la capacité des microbes eux-mêmes résistants de se disperser dans l'environnement, d'un patient à l'autre, ou d'un individu à un patient, ou vice-versa, il y a aussi l'extrême plasticité génétique des systèmes, car au-delà des mutations qui peuvent éventuellement survenir, par exemple dans des gènes codants pour des protéines du ribosome et qui vont rendre certains micro-organismes résistants, par exemple à la streptomycine ou à la gentamicine, on a des vrais systèmes, en particulier extrachromosomiques, qui vont permettre à des structures génétiques de se transmettre d'un micro-organisme à un autre. Et si on va du plus gros vers le plus petit, on a les plasmides, qui sont des replicons indépendants du chromosome, qui vont être, pour beaucoup d'entre eux, capables de se transmettre d'une bactérie à l'autre, et donc d'emmener les gènes, y compris les gènes de résistance, d'une bactérie à l'autre. Si on élargit un petit peu le concept, on a des transposons, qui sont des structures génétiques avec des séquences flanquantes, en particulier ce qu'on appelle des séquences d'insertion, qui vont, grâce à des enzymes particulières qu'on appelle la transposase, pouvoir s'exciser par exemple, ce plasmide et aller se mettre sur un chromosome ou sur un plasmide au sein d'une autre bactérie. Et puis si on ouvre encore plus, on a découvert il y a une quinzaine d'années maintenant qu'il existait sur les génomes des structures qui ont été appelées des intégrons. Et ces intégrons sont en fait des petites cassettes qui sont prêtes à l'usage pour y voir s'insérer des cassettes correspondant, en particulier dans ce qui nous concerne, à des gènes de résistance aux antibiotiques. Alors on a par exemple un intégron typique qui correspond à un gène ici, qui code pour une enzyme qui va permettre cette intégration.
l'intégration se faisant entre ce site ici qui s'appelle ATTL et puis un site ATTC qui est présent sur ces cassettes et le système va s'emboîter et on va pouvoir accumuler en fait plusieurs gènes. Si on peut accumuler plusieurs cassettes, parfois 2, parfois 5, parfois plus, le tout se terminant ici sur une structure, on reprend finalement sur le chromosome microbien, par exemple, si c'est une structure sur le chromosome, avec cette délétion ici et ce gène pour la résistance au sulfamide. Donc l'intégron est un petit peu, pour beaucoup de résistances, surtout chez les grammes négatifs, l'élément de base d'insertion. On va avoir ensuite éventuellement le transposon et puis le plasmide. Et tout ça fait une capacité absolument phénoménale de transmission de ces gènes de résistance. Alors vous voyez tout de suite que ces intégrons correspondent finalement souvent, puisqu'ils sont déjà constitués, à des cassettes toutes prêtes à être transmises d'un micro-organisme à l'autre et qui contiennent finalement des gènes codants pour des enzymes qui permettent des modifications d'antibiotiques. Les bêta-lactamases, ça clive, ça hydrolyse les pénicillines au sens large. La résistance aux aminosides avec en particulier des acétyltransférases ou des adényltransférases qui vont modifier la molécule d'antibiotique en lui branchant un acétyl ou un adényl et la rendre non efficace. L'acétyltransférase du chloramphénicol, la résistance au trimétoprime avec une dihydrofolate réductase, la résistance à la rifampicine, une ADP-ribosyltransférase, tout ça ce sont des activités enzymatiques qui sont ciblées sur les molécules d'antibiotiques. Et parfois même sur ces intégrons, on a des pompes à efflux, on a des choses qui ne sont pas nécessairement des mécanismes enzymatiques de résistance. Donc une espèce de pool qui se constitue, qui s'enrichit au fur et à mesure et qui va permettre d'alimenter finalement le monde bactérien exposé aux antibiotiques en gènes utiles à leur survie puisque ce sont des gènes de résistance à ces antibiotiques. Alors ça c'est simplement pour, encore une fois, justifier cette notion de One World, One Health, à savoir que tout ça circule énormément, la source de certains gènes de résistance étant éventuellement dans l'environnement, l'homme étant au centre de ce dispositif, parce que c'est souvent lui qui est finalement l'objet du traitement anti-infectieux, mais les animaux font aussi partie, comme je vous l'ai dit, de ce concept, donc vous pouvez mettre des flèches à peu près dans tous les sens, vous avez peu de chances de vous tromper, il y a toujours un mécanisme qui aura été décrit qui soit impliqué à un moment ou à un autre dans le transfert d'un environnement à un autre, d'un microbe résistant ou d'un facteur de résistance aux antibiotiques. Alors tout ça pour dire que cette notion de globalité, elle se décline à l'échelle de la planète et on a vu ces dernières années des épidémies en particulier de souches à pneumocoques résistants, de résistance intermédiaire, mais graduellement augmentant à la pénicilline, partir d'Espagne par exemple, et se disperser à la vitesse des avions, bien entendu, tout autour de la planète et retrouver exactement la même souche, le même sérotype, voire le même clone, avec le même niveau de résistance en Thaïlande ou au Brésil. Donc vous voyez un peu l'efficacité de tous ces systèmes. Alors, donc, l'antibiorésistance, je pense, ou j'espère vous avoir convaincu que c'était une menace globale. C'est un problème mondial. Mais pour revenir un tout petit peu sur cette notion de pauvreté ou de limitation des moyens, on peut dire que la pauvreté est reconnue par l'OMS comme un des facteurs étiologiques significatifs, voire majeurs, dans l'émergence des résistances. Alors, les causes principales, on en a déjà parlé dans des présentations précédentes, c'est l'accès inadéquat à des antibiotiques efficaces, c'est la prédominance des antibiothérapies empiriques par défaut d'analyse biologique, c'est l'absence de régulation de la production et de la délivrance des antibiotiques, c'est la durée insuffisante des traitements, on a parlé pour la tuberculose par exemple, c'est l'insuffisance des doses du fait des coûts, mais aussi du fait de produits de qualité médiocre. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font qu'en réalité, la pauvreté impacte sur l'émergence des résistances aux agents anti-infectieux, même si ça n'en est pas une cause exclusive, si je puis dire. Et on a vu au fil des années, moi je l'ai pas mal suivi dans mes activités, en fait, en particulier par rapport à la
prioritisation d'un certain nombre de micro-organismes pour le développement de vaccins, des résistances importantes qui ont émergé dans les pays en voie de développement depuis l'introduction des antibiotiques. Au Bangladesh, par exemple, en 1996, plus de 95% des isolats de Shigella dysenteriae, qui est vraiment une des shigelles qui donne les formes les plus graves de dysenterie, étaient résistantes à l'ampicilline ou au cotrimoxazole, à l'acide nalidixique. Donc on a vu très très vite ces résistances se développer. Au Pakistan, mêmes observations pour Salmonella typhi, avec dès le milieu des années 90, des souches isolées d'hémoculture résistantes à l'ampicilline, au cotrimoxazole, au chloramphénicol, c'est-à-dire en gros aux médicaments habituellement utilisés pour traiter ces infections. Heureusement que les fluoroquinolones sont arrivés à ce moment-là pour donner une alternative thérapeutique, sinon la situation devenait très très préoccupante. Des résistances à la pénicilline, au céphotaxime, au chloramphénicol qui ont émergé aussi chez le pneumocoque. Et puis Neisseria gonorrhoeae qui a été un des grands modèles initiaux qui a très très vite développé des résistances, en particulier à l'ampicilline, qui était devenu un petit peu le traitement empirique systématique devant les blénorragies gonococciques. À partir des années 90, on a dû arrêter ce traitement empirique dans la mesure où la plupart des souches dans ces zones-là étaient résistantes à l'ampicilline et d'ailleurs souvent à d'autres antibiotiques, ce qui posait problème non seulement chez l'homme, mais aussi dans la gonorrhée de la femme, qui a été sans doute une cause importante de survenue de stérilité du fait de la difficulté de soigner ces infections. Alors cette résistance, elle a un surcoût dans des régions qui sont déjà, bien entendu, dans des situations médicales relativement précaires en matière de prise en charge des soins. Il y a eu des simulations qui font penser que, par exemple, le traitement d'une shigellose de l'adulte et le prix du traitement est multiplié de 2 à 7 fois en cas de résistance ou de multirésistance. Pour ce qui concerne la gonorrhée, c'est à peu près les mêmes chiffres. La pneumonie à pneumocoque, on a dit multiplié par 10, voire jusqu'à 90 fois le coût du traitement d'une pneumonie avec un micro-organisme résistant. Et tout ça ne prend pas en compte en fait ce qu'on appelle les coûts cachés, c'est-à-dire la transmission éventuellement à d'autres patients de germes résistants, les hospitalisations prolongées, arrêt de travail et autres. Donc on a un vrai surcoût de la résistance qui a d'autant plus d'impact qu'il survient encore une fois dans des régions, dans des pays dont les systèmes de santé sont relativement, manquent relativement de moyens pour ne pas dire plus. Et on a vu, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, en Afrique en particulier, un certain nombre d'épidémies où on peut dire épidémiologiquement que la sévérité a été aggravée par l'existence d'une multirésistance. Ça a été montré dans le cas de choléra, ça a été montré dans le cas de shigellose, ça a été montré il y a quelques années par un travail collectif entre l'Institut Pasteur de Madagascar et l'Institut Pasteur à Paris dans la survenue de bacilles pesteux, de Yersinia pestis, résistants à tous les antibiotiques habituellement utilisés, streptomycine, spectinomycine, sulfamide, tétracycline. Donc un vrai problème avec un vrai impact sur la possibilité de prise en charge thérapeutique des patients. Et je ne reviens pas sur la problématique de la tuberculose dont on a parlé largement la semaine dernière et du fait que les traitements insuffisants en durée et en quantité induisent la survenue de souches monorésistantes, voire multirésistantes aux antibiotiques de première et de deuxième ligne. On a parlé de ces souches MDR-TB, XDR-TB. Tout ça, ça fait partie de ce bloc global de problèmes de l'antibiorésistance. Alors, une question importante dans ces régions, encore une fois, les systèmes de santé ne sont pas ce qu'ils devraient être, mais pour ce qui est des antibiotiques, il y a une vingtaine d'années, on ne faisait pas toujours très très bien dans nos régions, en particulier dans notre pays ou dans le sud de l'Europe. Heureusement, les choses ont été considérablement améliorées par une meilleure prise en compte disons, de la standardisation et de la surveillance des traitements anti-infectieux. Mais il y a de vrais problèmes liés finalement à l'absence de contrôle et de régulation de la qualité des médicaments et en particulier des antibiotiques. Il
il y avait eu cette étude à la fin des années 90 qui avait montré par exemple qu'une gélule de 500 mg de ciprofloxacine achetée en pharmacie au Vietnam contenait en fait l'équivalent de 20 mg. Ça veut dire que quand vous prenez un traitement, vous croyez avoir le vrai traitement et en fait vous avez un traitement très insuffisant qui est une cause majeure, encore une fois, de survenue de résistance. D'autres pays ont été montrés aussi que des antibiotiques contrefaits circulaient largement. Au Bangladesh, 92% des médicaments délivrés en pharmacie le sont sans prescription. Et les quantités, que ce soit au Bangladesh ou ailleurs, sont en fait énormes. Et on voit très souvent dans beaucoup de régions les antibiotiques vendus quasiment librement à l'épicerie, sur ou sous le comptoir d'ailleurs, et la possibilité, sans aucun contrôle, d'administrer à des enfants ou à des adultes des antibiotiques dont la qualité d'ailleurs n'est pas toujours garantie. Donc il y a un vrai problème là qu'il va falloir, sur le moyen et long terme, prendre en compte si on ne veut pas que ces régions-là deviennent aussi des pourvoyeurs importants de résistance aux antibiotiques. En fait, il y a un effet pervers, je dirais global de la pauvreté qu'on revoit aussi dans nos régions et qui facilite la survenue de ces résistances. C'est au fond, faute de moyens, l'achat de médicaments moins chers, qui ne garantit bien entendu pas la qualité, l'arrêt des traitements en cours, l'utilisation des restes d'antibiotiques par les familles ou les collectivités, l'utilisation non justifiée d'antibiotiques par une éducation insuffisante, des achats d'origine douteuse. Alors Internet commence à jouer un rôle malheureusement, d'ailleurs pas uniquement pour les antibiotiques, important et négatif sur la possibilité d'accéder à des médicaments dans la mesure où la garantie de la qualité de ces médicaments n'est bien sûr pas du tout présentée par ce type d'approche. Donc il y a une vraie série de situations qui ne vont pas finalement dans le sens de faciliter le travail pour ce qui est du contrôle de la survenue des résistances. Alors pour terminer, parce que j'avais dit que je serais relativement bref dans cette introduction, je voulais juste vous raconter une petite histoire qui, je pense, illustre assez bien la situation que j'ai essayé de vous décrire rapidement. On a vu, dès l'introduction des bêta-lactamines, depuis la pénicilline jusqu'à maintenant les formes, disons, de Xème génération, par exemple les carbapénèmes, on a vu systématiquement, comme je vous l'ai dit, apparaître des mécanismes de résistance à chacune de ces étapes, que ce soit la pénicilline, que ce soit la méticilline, que ce soit les céphalosporines de première, deuxième, troisième génération, que ce soit les carbapénèmes qui sont un peu la dernière génération, si je puis dire, pour l'instant en tout cas, des bêta-lactamines qui sont des médicaments en fait extrêmement efficaces avec des spectres relativement larges, donc assez intéressants finalement à utiliser lorsque les autres antibiotiques ne font plus d'effet. Et si on fait le bilan, on en est, par la littérature en tout cas, à 1000 bêta-lactamases. C'est-à-dire que dans cette masse de micro-organismes pathogènes qui se défend, si on peut dire, contre les antibiotiques, on a vu émerger successivement, en fonction des espèces, quand on fait le bilan, environ 1000 bêta-lactamases. Et sur ces dernières molécules, dernières dans le temps, comme les carbapénèmes par exemple, l'imipénème, le méropénème, l'ertapénème, le doripénème, on a, comme pour les autres, l'existence d'enzymes qui sont capables, c'est la fonction bêta-lactame que tout le monde connaît, j'imagine, d'être hydrolysées par ces enzymes et de détruire les carbapénèmes. Alors l'histoire est intéressante parce que je pense qu'elle illustre le risque actuel de survenue de résistance aux antibiotiques, en particulier dans l'environnement des pays émergents qui ont les moyens d'accéder à des antibiothérapies, mais qui n'ont peut-être pas encore mis en place, ou souvent pas encore mis en place, les mécanismes de surveillance et de régulation et surtout l'éducation des personnels médicaux dans l'utilisation des antibiotiques. Donc il y a quand même un certain consensus pour penser que de ces pays émergents que vous connaissez tous vont émerger, c'est le cas de le dire, à l'avenir un certain nombre de résistances et que, encore une fois, l'approche elle ne doit pas être uniquement locale, elle doit être globale. Donc l'histoire rapidement, c'est un patient en décembre 2009
qui est hospitalisé à Delhi pour une infection urinaire avec une souche de Klebsiella pneumoniae et qui résiste au traitement et est rapatrié en Suède pour essayer de voir si les choses pourraient être traitées un petit peu différemment. Et cette souche en fait, de Klebsiella pneumoniae, le laboratoire s'en aperçoit rapidement, la transmet à un laboratoire anglais qui découvre, c'est le groupe de Tim Walsh, que cette souche exprime une enzyme qui va s'appeler NDM1 pour New Delhi Metallo-bêta-lactamase 1, qui est en fait une hydrolase, une bêta-lactamase qui est capable d'hydrolyser en particulier les carbapénèmes, donc qui élargit son spectre au dernier des antibiotiques disponibles, d'où l'échec thérapeutique. Et en fait, on trouve dans les selles de ce patient un Escherichia coli qui porte sur un plasmide exactement ce même gène NDM1, donc il y avait peut-être même eu déjà une transmission de colis à Klebsiella dans cette situation. Et l'article concluait en fait que the new resistance mechanisms clearly arose in India, but there are few data from India to suggest how widespread it is. So, c'était vraiment la première description et on se demandait où tout ça allait aller. Et puis tout doucement, ça se voit souvent, je pense que Didier Guillemot vous en parlera, on commence à voir d'autres petites lampes qui s'allument sur le tableau de bord. Et en mars 2010, une étude dans un hôpital de Bombay qui montre que la plupart des souches en fait résistantes au carbapénème portent ce gène bêta-lactamase NDM1. En mai 2010, un cas d'infection chez un habitant de Coventry, donc en Angleterre, d'origine indienne, qui avait séjourné en Inde, qui avait été hémodialysé en Inde, a une infection avec une souche qui produit cette carbapénémase. Le CDC des États-Unis rapporte très rapidement, en juin 2010, 3 cas correspondant à des infections de souches exprimant cette enzyme. En août, étude globale entre le Royaume-Uni et l'Inde qui rapporte plus de 100 cas donc chez des patients soit en Inde, soit originaires d'Inde. Et toutes les souches portent ce gène NDM1. Le papier est publié dans Lancet Infectious Disease et même scénario dans les mois suivants au Canada, au Japon. Donc on voit tout doucement cette épidémie en fait émergente de souches productrices de carbapénémase apparaître un petit peu partout sur la planète. Alors pour dire que les choses sont complexes et c'est vraiment des sujets extrêmement sensibles, le ministère indien de la Santé s'est bien sûr fortement élevé contre les conclusions de l'article du Lancet, considéré comme injuste et stigmatisante vis-à-vis du corps médical et des hôpitaux indiens. C'était normal qu'ils montent au créneau pour les défendre, mais après tout, les politiciens s'en sont emparés, dénonçant une propagande malicieuse pour écarter les touristes d'Inde. Enfin, c'est pas anodin là, les conséquences de ce type de situation. En fait, les seuls à avoir eu finalement un comportement relativement objectif, ce sont les médecins indiens eux-mêmes qui écrivaient dans le Journal of the Association of Physicians of India Indian doctors have not yet taken the issue of antibiotic resistance seriously. Donc il y avait la reconnaissance qu'en fait, dans certaines régions, cet usage des antibiotiques était encore mal maîtrisé et pouvait donner lieu à des dérives par la survenue de ces résistances. Donc il y a un vrai problème qu'il faut traiter tel qu'il est, c'est-à-dire objectivement et pas du tout en fait effectivement stigmatiser les régions où ça survient. Il y a un problème en particulier d'éducation dans l'utilisation des antibiotiques. Et je vous ai mis ça juste pour vous montrer la complexité de ces systèmes et la complexité des constructions génétiques que font ces micro-organismes. En fait, cette bêta-lactamase, son gène en fait, est intégré dans un système complexe avec, vous voyez ici le gène NDM1, dans un système complexe à l'intérieur d'un îlot de pathogénicité encadré par des séquences d'insertion. En aval, on a tout de suite un intégron dont on ne sait pas très bien finalement si l'ensemble du système n'a pas été transféré en bloc grâce finalement à certaines des enzymes qui permettent la translocation et le passage de l'intégron d'une structure génétique à l'autre. C'est une espèce de monstre, je dirais, d'accumulation de Lego où ces gènes de virulence de résistance n'ont pas du tout de difficulté à s'intégrer et à se faire ensuite transporter d'une souche à l'autre, ce d'autant que, comme je vous l'ai dit, ce système de résistance est localisé sur un plasmide.
Donc on se retrouve avec des boîtes comme ça terrifiantes, où ici ce sont les disques imprégnés d'antibiotiques, c'est un antibiogramme, et vous voyez que la plupart des bactéries poussent au contact ici de ces disques d'antibiotiques. Ici, ce sont effectivement les carbapénèmes. Vous voyez, la résistance est quasiment complète. Et ce malade, par exemple, initialement, avait pu être traité par la colimycine, mais c'était à peu près le seul antibiotique qui restait disponible. Et le groupe de Patrice Nordman à Bicêtre a pu, avec Laurent Poirel, par exemple, établir ce qu'ils ont appelé le résistome de cette souche, par exemple, de Klebsiella pneumoniae. Et quand vous regardez cette souche, c'est absolument terrifiant. Sur le chromosome, vous avez des mutations dans des protéines de perméation de la membrane. Vous avez une série de plasmides qui codent pour quasiment toutes les variétés que vous pouvez imaginer de facteurs de résistance au bêta-lactamase, à d'autres antibiotiques, y compris de l'érythromycine ou de la rifampicine, qui ne sont pas des antibiotiques qu'on utilise habituellement dans ce genre de traitement. Donc des pressions sélectives, finalement, qui ont amené aussi à établir des poules de gènes qui ne sont pas nécessaires probablement à la survie de ces micro-organismes, mais qui pourront à l'occasion être transmis à des micro-organismes pour lesquels ça va être plus utile. Donc on crée peu à peu comme ça des espèces de bombes à retardement qui sont des réservoirs de gènes et qui posent en elles-mêmes, bien entendu, un problème thérapeutique majeur. Et on voit en Asie à l'heure actuelle que finalement, comme c'est montré ici sur ce graphique en bas, là, le pourcentage d'isolat de Klebsiella pneumoniae qui exprime une bêta-lactamase de spectre élargi, dont ces carbapénémases, a augmenté considérablement ces dernières années. Vous voyez, il est de 70% en Inde, 70% au Pakistan, 55% en Arabie Saoudite. Bon, c'est des chiffres qui disent qu'on est souvent dans ces situations-là en impasse thérapeutique et malheureusement en attente de dissémination. Et on a vu effectivement, ce sont les points rouges, j'en ai déjà parlé, ces souches NDM1 se disperser sur l'ensemble de la planète, où les gènes eux-mêmes passaient à d'autres souches qui vont elles-mêmes se disperser. Mais ce qu'on voit aussi actuellement, c'est d'autres mécanismes d'apparition, d'autres situations d'apparition de bêta-lactamase de spectre élargi, sont les points noirs, pour lesquels l'analyse clinique et l'interrogatoire des patients ne donnent absolument aucun lien clair. Et d'ailleurs, quand on analyse conséquences de gènes, on ne retrouve pas exactement les mêmes situations, les mêmes constructions que je vous ai montrées. Donc probablement des émergences à distance des foyers initiaux qui correspondent à d'autres événements de survenue d'acquisition de ces gènes de résistance et finalement à l'entretien de poules de gènes à partir d'endroits différents de la Terre et la possibilité ensuite de ces échanges dont je vous ai parlé. Donc on est clairement, je pense qu'il ne faut pas être, disons, trop... Il faut le dire assez fermement, on est dans une situation de crise par rapport à la résistance aux antibiotiques, on est dans une situation de difficulté du côté du monde industriel de générer de nouveaux antibiotiques, pour des tas de raisons, pour en reparler éventuellement, dont je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ici. Mais on est aussi dans une situation où il faut absolument, et c'est un petit peu le mot de la fin, en particulier du côté de l'OMS, assurer une prise en charge globale de cette problématique. Et par exemple, le World Health Day de 2011, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en exergue, comme l'encouragement à finalement des engagements financiers et organisationnels nationaux et internationaux dans la prise en compte de ces problèmes d'antibiorésistance, du renforcement de la surveillance de la résistance avec les capacités biologiques nécessaires, ce qui n'est pas toujours simple, la mise à niveau des laboratoires, d'assurer un accès ininterrompu aux thérapeutiques essentielles sous forme des médicaments de dosage et d'activité contrôlée, ce qui est facile à dire à partir ou après ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la mauvaise qualité d'un certain nombre d'antibiotiques qui circulent, par exemple, de réguler et de promouvoir l'usage rationnel des antibiotiques en médecine humaine, mais aussi en médecine vétérinaire, de renforcer la prophylaxie, le contrôle des infections, de soutenir la recherche et l'innovation pour le développement de nouveaux outils. Enfin, vous voyez, il y a tout un cahier des charges qui est établi,
qui est manifestement très ambitieux et pour lequel je pense qu'il est essentiel qu'on se mobilise. C'est une croisade de plus, mais celle-là, elle est véritablement importante dans la mesure où c'est notre santé partout dans le monde qui est menacée. Encore une fois, une résistance aux antibiotiques qui apparaît quelque part, où que ce soit, avoir de très très fortes chances d'apparaître sous une forme ou sous une autre dans nos régions et en particulier dans nos hôpitaux, ce qui pose véritablement un problème grave. Et comme le dit souvent Patrice Nordman, il y a beaucoup de discussions à propos de ça. Mettre des barrières, ça ne sert à rien, dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, même si c'est avec retard, ces résistances vont circuler et on va les retrouver. Et ce qui, en fait, insiste encore plus sur la nécessité, plutôt que d'essayer de se défendre avec des lignes Maginot un petit peu virtuelles, et qui sont finalement une approche facile, d'essayer d'aller au-devant des zones où ces résistances vont maintenant émerger de plus en plus, et essayer d'aider ces médecins, ces personnels soignants, ces systèmes de santé à s'organiser par rapport à ça. Et donc je terminerai là-dessus parce que j'avais promis d'être relativement court. J'ai essayé simplement de vous faire émerger un certain nombre de notions et de les amener éventuellement à discussion. Donc voilà, je termine ici pour cette fois-ci.